La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, traversier des îles. Les réservations bondissent de 16% à la CTMA. Puis, on a un horaire de travail qui est particulier. Dans le fond, les gens vont travailler 14 jours pour ensuite avoir 7 jours de congé. Fait qu'on appelle l'horaire 14-7. Fait que pour un emploi saisonnier, de se retrouver aux îles de la Madeleine avec des blocs d'une semaine complète de congé en plein été, c'est un peu le rêve, finalement. T'sais. Fait que tout ça, on sait que c'est très, très attirant. Vieillir en région. Harold Lebel réclame une vision qui dépasse le discours urbain. La grande revendication de la rencontre de Québec, là, c'est de dire est-ce qu'on pourrait avoir un comité ministériel, comité des priorités ministérielles, si on veut faire du dossier des aînés, du bien vieillir une priorité, est-ce qu'un comité ministériel pourrait se réunir et s'assurer que ce que chacun fait, ça s'est aligné sur une même vision. Cohabitat Gaspé, une mission d'étude dans l'Ouest pour révolutionner le logement en région. Ou d'autres villages qui ont besoin de se renouveler, qui ont déjà l'intention de vouloir maximiser le vivre ensemble. Je me dis, les modèles de cohabitat peut être une solution, peut être une alternative, peut être une option. Je veux pas que ça remplace rien, je veux juste que ça devienne une option de plus. Là. Protection de la faune. Chandler exige un engagement à long terme et des effectifs réels. Je sais que je représente des chasseurs, des pêcheurs, des gens qui ont à cœur que cette pratique sportive, qui est presque une religion en Gaspésie, qu'on a depuis des générations, puisse se poursuivre. Pour que ça puisse arriver, il faut protéger et préserver la ressource. Pour ce faire, ça prend des agents et des agentes de protection de la faune. Consultation publique, dessiner le plan climat de chez nous. C'est un document de planification stratégique qui vise deux principaux objectifs. Le premier, c'est l'adaptation, c'est-à-dire d'augmenter la résilience du territoire face au changement climatique. Venez faire réparer au lieu de jeter. Les gens sont invités à venir apprendre à réparer des objets du quotidien qui peuvent être défectueux, brisés, qui fonctionnent peut-être pas de façon appropriée. Feux de broussailles interdits au printemps. C'est interdit de faire des feux d'herbe en raison du danger que cela comporte. Les gens pensent à l'effet que vu que le fond du terrain est encore humide, on peut faire un feu sans danger. Non, ça comporte des dangers. Balmol et terrain de l'ex-Gaspésia avec le maire de Chandler. On sait qu'on va avoir 8 terrains qui vont être en possibilité de vente pour du commerce aux touristes. Puisqu'on veut, c'est du commercial, là, évidemment, c'est sur la rue commerciale. Depuis mon début de mandat, je veux redonner vie à la rue commerciale. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Lors de la dernière séance publique de la ville de Chandler, il était question avec le maire Gilles Darèche, au sortir de cette rencontre avec TVRP, de différents dossiers tels qu'un dossier portant sur les inondations, sur la saison de Balmol à venir, sur un programme gouvernemental qui a été abandonné, de même que sur les terrains de l'ex-usine Gaspésia. Voici notre entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On a plusieurs sujets aujourd'hui au menu. D'abord, un message de félicitations suivant, je crois que vous voulez faire, suivant les inondations
à la route du lac Sept-Îles. Allez-y, on vous écoute. Bien, écoutez, c'est un imprévu. Hein? C'est beaucoup d'eau dans peu de temps, donc ça a causé des dommages importants à la rue. On parle d'une fissure à la rue là, environ de 16 pieds de large. Donc, ce que ça a bloqué complètement les gens qui étaient du côté des résidences au niveau du lac Sept-Îles, qui étaient vraiment prisonniers de leur secteur, finalement. Et il y a eu une intervention assez rapide des policiers, pompiers et des travaux publics. Donc, les gens se sont affairés. Il était très, très tôt là, le matin. Puis, ils ont fait un travail extraordinaire. Je les félicite, puis je les remercie pour leur bon travail. Ils ont été extrêmement professionnels, puis ils ont redonné une certaine sécurité à ces gens-là. C'était quand même inquiétant pour eux, je pense bien. Je ne les ai pas demandé, mais ça devait être inquiétant de ne pas avoir de route pour traverser. Donc, ces gens-là ont fait un travail extraordinaire. Puis, en plus, un petit mot sur les calvettes, l'importance de la responsabilité citoyenne. Oui, parce que certains citoyens ont parlé sur les réseaux sociaux qu'il y avait des problèmes d'eau chez eux, mais l'entretien des calvettes appartient aux propriétaires de la résidence. Donc, il faudrait peut-être que les propriétaires entretiennent les débouches au moins là, je dirais une fois par année, sinon une fois par 2 ans pour permettre à l'eau de circuler. Sinon, ça va boucher et ça va passer par-dessus. Mais c'est aux propriétaires à faire l'entretien de ces calvettes-là. Voilà qui est dit. Terrain de la Gaspésia, il y a des contrats de régularisation du terrain qui ont cours. Ça vous coûte quelques sous. Il y a des contrats que vous avez accordés. Oui. Qu'est-ce qu'il y en a et pourquoi? Bien, on sait qu'on va avoir 8 terrains qui vont être en possibilité de vente pour du commerce aux touristes. Puisqu'on veut, c'est du commercial, là, évidemment, c'est sur la rue commerciale. On veut, depuis mon début de mandat, je veux redonner vie à la rue commerciale, c'est bien parti. Puis, ça va être 8 terrains qu'on pourra vendre, puis peut-être à partir du mois d'août, ça va être en vente ces terrains-là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. Autre bonne nouvelle, Ligue de balle, vous avez engagé quelqu'un pour, entretenir le terrain, etc. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'on s'attend encore à une saison de balle importante. Absolument. On avait quelqu'un l'année passée, M. Richer, que je félicite et que je remercie de son travail. Maintenant, ça va être M. Thériault qui va le faire. C'est parce que la Ligue va commencer bientôt. Il faut entretenir le terrain avant les parties, puis après les parties également. Puis, c'est une ligue cette année qui va commencer à la fin du mois. Puis, beaucoup d'inscriptions encore cette année au niveau des adultes, des hommes, et la Ligue de filles également, et des jeunes. Il y a beaucoup de monde qui va jouer à la balle cette année à Pavot Mills. Il y a sûrement des retombées importantes économiques de ce type d'activité quand même. Écoutez, oui, pour la Ligue, c'est sûr que nous, c'est des frais. Une Ligue, on a des services au niveau loisirs. C'est pas nécessairement un revenu, mais c'est des dépenses. Service public. Mais c'est normal, c'est un service public. Oui. Donc, on donne accès à la population à un beau terrain de balle. C'est un des plus beaux terrains de balle en Gaspésie. Okay, ouais. On est très fiers de ça. Bon, parfait. Par ailleurs, un sujet un peu plus difficile, FIMO, il y a un programme qui coûtait beaucoup trop cher. C'est une quarantaine de résidences qu'on voulait desservir sous forme d'égout pluvial. Je pense que c'était 3 millions de $, une subvention d'un peu plus de 900 000. Ouais. Finalement, on a abandonné. Oui, on a nommé les rues tantôt, là, puis c'est parce que on lâche pas le morceau quand même. On va essayer de trouver un autre programme. La subvention n'était pas assez élevée pour les coûts du projet, ce qui aurait fait en sorte que ça aurait payé par les gens du secteur, donc ça aurait été une taxe de secteur trop élevée pour eux. On va essayer de trouver quelque chose de plus abordable avec une subvention qui serait réalisable. Donc c'était à Pavot Mills, je pense, de mémoire. Oui. Donc on attend un programme ou fédéral ou provincial, plutôt provincial, je dirais. Plutôt provincial, on va essayer de trouver quelque chose là, qui serait plus réel avec la demande. On garde espoir. Donc, dernier mot, installation d'une borne touristique. Pourquoi et où? Bien, on a choisi une borne touristique. C'est une borne, dans le fond, il ne faut pas se mêler avec une borne de recharge. Oui, allez-y. C'est une borne touristique, vraiment, qui va avoir des indications au niveau du tourisme là-dessus. On va avoir des indications qui vont parler de Percé, de Chandler, d'un petit peu de tout ce qu'il y a au niveau touristique en Gaspésie, puis principalement dans notre coin. C'est de l'information touristique qui va être interactif. Donc, les gens vont pouvoir aller voir ça. Nous, on a choisi de l'installer, on avait plusieurs lieux. On a choisi de l'installer dans le secteur des maisonnettes, là, sur la rue commerciale, tout près du Miche-Café également, parce qu'on a choisi ça parce que il y a beaucoup de gens qui vont au Miche-Café, c'est très achalandé l'été. C'est un carrefour. Ça vient de partout. Tous les gens qui partent de l'extérieur arrêtent au Miche-Café, donc il va avoir une possibilité de regarder qu'est-ce qu'il y a comme attrait touristique en Gaspésie, puis on va l'installer là. À partir de, excusez-moi, à partir de quand on va l'installer à peu près? Ça devrait être la prochaine semaine. Pendant tout l'été? Tout l'été, ça va être là, oui. Parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. Au revoir. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager.
Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Nous sommes au printemps. Les gens sont tentés, en faisant le ménage de leur terrain, de faire des feux de broussailles. Mais on en entend parler dans les nouvelles des feux de broussailles. Les pompiers qui sont obligés d'intervenir sur des feux de broussailles hors de contrôle. Donc, on va faire un peu de prévention là-dessus. Premièrement, est-ce que c'est supposé être permis de faire ces feux-là? C'est interdit de faire des feux d'herbe en raison du danger que cela comporte. Les gens pensent à l'effet que vu que le fond du terrain est encore humide, on peut faire un feu sans danger. Non, ça comporte des dangers. Et bien souvent, parce que les gens ont allumé dans ces circonstances-là, ils ont perdu contrôle. Ça s'est propagé sur une très grande superficie. Et à l'occasion, ça approche leur bâtiment, soit un garage, une résidence, soit on l'a vécu. Après que ces gens-là ont vécu cette expérience-là, ils ne voulaient plus en faire. Ils comprenaient le pourquoi de notre intervention, de leur dire que c'était interdit. Donc, malheureusement, les gens ont tendance à comprendre quand ils sont peut-être soumis à une perte majeure, donc un garage, une maison, mais c'est vraiment interdit pour ces raisons-là. Il faut faire attention. C'est dangereux. Même si ça semble pas dangereux. Tout le monde dit, ça fait longtemps, j'ai toujours fait ça. Mais ça a un inconvénient. Toujours fait ça, mais ça prend juste une étincelle qui part au vent, qui allume ailleurs, puis c'est parti, puis on perd contrôle. Si c'est interdit, ça veut dire qu'il y a des amendes pour ça. Il y a des amendes. Donc, il faut que le citoyen peut s'attendre d'avoir une amende pour avoir causé un feu d'herbe, avoir déplacé le service d'incendie. Puis ça, c'est partout au Québec. C'est interdit au printemps. Mais comme tu m'en as déjà parlé, ça ne l'est pas pour la période estivale. Bien, dans certaines circonstances, ils peuvent faire du brûlage. Donc, un nettoyage de terrain qu'ils vont faire dans l'été ou l'automne, mais ils doivent venir chercher un permis qui est gratuit. Nous, en même temps, ça nous permet d'aller voir c'est la dimension de leur brûlage. Si c'est trop gros, on va leur demander de le diminuer pour leur permettre de faire leur brûlage de bois, broussailles. C'est surtout branches, broussailles, nettoyage de terrain. C'est ça. Le restant, normalement, ça va tout au dépotoir. Tu as parlé de la taille de ce que la personne veut faire brûler. Ce serait quoi les règles aussi qu'on pourrait dire? Quand on dit 2 mètres par 2 mètres, là, je pense que c'est on va dans 6 pieds, je pense que c'est une bonne dimension là, pour débuter le feu, quitte à l'alimenter par la suite, à remettre des branches dedans pour si le lot de qu'est-ce qui est à brûler est beaucoup plus élevé qui peut être contenu dans 6 par 6. De toute façon, comme tu m'as dit, quand vous allez émettre le permis, vous allez vous assurer qu'il... On se déplace, mais je dirais depuis quelques années, une très bonne collaboration des citoyens. Donc, on n'a pas des feux d'herbe, on n'a pas tant que ça, pour dire qu'on n'a pas beaucoup, parce que les gens ont commencé ils comprennent, à la fin de compte, la dangerosité, parce que, vu avec les médias, un tel mis le feu, puis ça s'est propagé rapidement en pensant qu'il y avait le contrôle. Donc, on a une bonne collaboration des citoyens.
puis on souhaite que ça continue comme ça. Donc, dans le fond, si quelqu'un voudrait faire un feu de broussailles, ben ça serait d'accumuler, puis d'attendre que peut-être au mois de juin, que le gazon est poussé pour venir chercher son permis et de faire ça. Bien, qu'ils viennent nous voir, puis nous autres, on va les voir, puis après ça, on leur dira oui ou non. On va les mettre dans ce temps-là. Donc, on ne peut pas les mettre beaucoup d'avance, mais on les mettra à ce moment-là. Sinon, comme vous avez dit, d'amener ça à l'éco-centre. Ou s'il n'y en a pas beaucoup, on peut toujours l'envoyer dans le bac brun, puis il va aller au compostage. Ah, ben oui, compostage, c'est un autre endroit, oui, c'est vrai. C'est bien. Autre chose qu'on vous dirait ajouter? Non, c'est beau. Merci beaucoup donc, de me donner l'occasion de parler de la dangerosité des feux d'herbe. Donc, en souhaitant qu'on ne soit pas appelé ce printemps pour en combattre. Eh bien, Luc Lebreu, directeur du service de sécurité incendie de Grande-Rivière, merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Chez Lelièvre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse de Gaspé, on vous offre une grande gamme de tracteurs pour vos travaux de toutes sortes. Tracteurs LS, tracteurs Kioti, performance et fiabilité, tranquillité d'esprit. Venez voir nos motoneiges et nos VTT pour vivre des aventures inoubliables. Découvrez nos solutions de remisage avec nos conteneurs. Venez nous visiter chez Lelièvre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse de Gaspé. Tous les dimanches, sur les ondes de TVRP, jouez à votre super télé-bingo et courez la chance de gagner jusqu'à 1 500 $ en prix. Moi, tous les dimanches, je joue au télé-bingo de TVRP. Répare tes trucs est un événement qui se passe partout au Québec, dont ici, dans la MRC du Rocher-Percé. Marie-Sophie Gauthier et Megan Reid en organisent un à la salle communautaire de Cap d'Espoir le 30 mai prochain. Avec l'aide de plusieurs bénévoles, il vous sera possible de faire réparer vos petits électroménagers ainsi que vos vêtements déchirés et aussi à apprendre comment les réparer. On en discute avec elle. Donc, l'événement Répare tes petits trucs, c'est quoi? Ben dans le fond, ça fait partie d'un plus grand événement, je pourrais dire. Répare tes trucs, c'est un événement qui a lieu un peu partout au Québec. Ils viennent d'en avoir plusieurs au Bas-Saint-Laurent en ce moment. Donc, c'est vraiment un lieu où les gens sont invités à venir apprendre à réparer des objets du quotidien qui peuvent être défectueux, brisés, qui fonctionnent peut-être pas de façon appropriée. Ça touche à plusieurs objets du quotidien. On peut penser à des vêtements, à de l'informatique, exemple un ordinateur qui commence à être vraiment lent, qui fait pas ses mises à jour. Ça peut être autant un grille-pain comme on est ici. Mégane nous fait un exemple. Donc, des grille-pains, ça peut être plusieurs petits électroménagers. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment que c'est par l'entraide, tu sais, des bénévoles, en fait, qui ont des connaissances, un savoir-faire, qui vont venir le mettre à profit durant cet événement-là. Donc, ils vont accompagner les personnes, comme exemple Mégane qui se présente avec son grille-pain défectueux. Donc, la personne, le citoyen qui a le savoir-faire, va lui montrer un peu comment faire. Puis Mégane va pouvoir aussi mettre la main à la pâte là, pour pouvoir réparer son grille-pain. Donc, c'est tout petit électroménager qui est facilement transportable, qu'on peut faire, que vous allez montrer à réparer soi-même. Oui, effectivement. Donc, il y a aussi tout ce qui est couture, donc les vêtements qui sont déchirés, des boutons manquants, des fermetures éclairs brisées. Donc, ça peut toucher vraiment à plusieurs choses. Et aussi, on va avoir à l'extérieur un atelier, pas un atelier, mais un bénévole qui va être là pour montrer comment changer une roue avec la croix. Fait qu'un peu pour imiter une crevaison sur le bord de la route, apprendre à changer une roue soi-même. Fait que ça va être à l'extérieur du centre communautaire à Cap d'Espoir. Là, vous m'avez invité à l'éco-centre. Pourquoi avoir choisi cette place-là? Bien, on voulait démontrer que les objets qu'on décide de ne pas réparer ne disparaissent pas nécessairement, comme par magie. Fait que notre événement, il y a plusieurs objectifs. Entre autres, développer l'entraide entre voisins, voisines, personnes de la communauté. Aussi, retrouver des savoir-faire, d'être débrouillards, débrouillardes, gosseux, gosseuses, appelons ça comme vous voulez. Mais aussi, un aspect écologique de la chose, de quand on décide de réparer un objet, ben il va rester dans notre maison au lieu de s'en aller
dans la nature. Ou ici à l'éco-centre. Ou ici, dans ce cas-ci, à l'éco-centre. Là, on est dans le container du réemploi, finalement, parce qu'on a la chance quand même dans la MRC d'avoir des endroits où on peut aller déposer et chercher des objets qui sont encore bons. Fait que probablement qu'il y a plusieurs des objets ici ou l'autre côté, là, des objets électriques, électroniques, ben c'est juste que la personne elle savait peut-être pas comment le réparer, puis c'est pour ça qu'il est là. Puis en tant que je suis moi-même une personne qui ne sait pas comment réparer ces objets, fait que c'est pour ça que j'avais le goût que cet événement-là se passe par chez nous. C'était pour apprendre moi-même. Puis là, ben je me ramasse à l'organiser. Mais j'espère que l'année prochaine, il va aller dans une autre municipalité, la MRC, avec d'autres organisateurs, organisatrices. Comme ça, ben ça va pouvoir rouler aussi dans la MRC, puis tout le monde va pouvoir apprendre comment réparer. Vous avez parlé que c'est à la salle communautaire de Cap d'Espoir. C'est quand et à quelle heure? Donc, ben, l'événement va se tenir le samedi 30 mai prochain, de 10h à 16h. Puis, donc, on va faire ça. C'est vraiment en mode convivial, là. Donc, il va y avoir du café pour les participants, des genres de collations pour les gens aussi qui vont participer. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit un événement festif où on se rassemble, où on échange, puis on apprend en même temps, là. Ben, c'est sans inscription, l'événement. Vous venez, c'est comme en continu toute la journée. Après ça, ben, dépendamment de l'engouement, là, c'est la première édition, mais on ne le sait pas. Vous allez devoir peut-être faire la file avant de pouvoir réparer votre truc, mais c'est pas grave, justement, vous allez pouvoir parler avec votre voisin et votre voisine en attendant. Il y a aussi, il va y avoir des activités pour enfants en haut dans le local de la Jujutec de Cap d'Espoir avec des bénévoles sur place, des jeunes ados qui vont prendre soin des enfants si vous voulez les apporter. Puis, c'est ça. Il y a des fois, c'est pas toujours compliqué le problème de l'appareil. Donc, pour des petits électroménagers, s'il y en a qui nous amènent qu'ils ont des problèmes avec, bien, ça se pourrait qu'on puisse leur montrer comment le défaire juste pour pouvoir aller régler le problème en question. Donc, exactement. Le but, c'est aussi, tantôt j'ai nommé des objectifs, mais j'en ai oublié un, c'était de redonner de la confiance ou de se donner de la confiance à... Si ton grille-pain ne fonctionne pas puis tu t'en vas de toute façon le porter à l'éco-centre, ben tu peux essayer de l'ouvrir. Anyway, tu n'as rien à perdre. Puis, tu sais, n'importe quoi qu'on fait pour une première fois, une deuxième, une troisième, on prend de la confiance puis on peut réparer. On va avoir des réussites puis des échecs. Puis c'est correct, c'est normal aussi. Puis pendant l'événement, ça va être ça aussi. On peut pas garantir que tous les objets vont pouvoir être réparés. Par contre, si on se fie à d'autres événements ailleurs, en Matanie ou dans le Bas-Saint-Laurent, il y a des centaines d'objets qui sont réparés durant ces journées-là. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des beaux youpies à certaines tables là, de réparation. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci. On vous attend en grand nombre pour cette première édition-là qu'on souhaite rassembleuse là, pour la première d'une grande suite. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. Que vous partiez en forêt, sur le lac ou sur un chantier, Multi-Loisirs de Pabot a tout ce qu'il vous faut. Équipements de chasse, de pêche et de camping, vêtements robustes, bottes de sécurité et plus encore. Des grandes marques, des prix compétitifs et des conseils d'experts passionnés avec Chantal et Bernard. Préparez-vous pour l'aventure ou pour le travail au bon endroit. Multi-Loisirs de Pabot, solide, fiable, local. Face à une crise du logement qui perdure, des citoyens de la Gaspésie et d'ailleurs au Québec explorent des solutions innovantes basées sur le vivre ensemble. Du 27 au 30 avril 2026, une délégation québécoise a mené une mission éducative en Colombie-Britannique pour s'inspirer du modèle de cohabitat, une approche qui allie propriété privée et espace mutualisé pour briser l'isolement.
nous discutons de cette expérience immersive et de l'avenir de l'habitation collective avec Stéphane Brochu, coordonnateur de Cohabitat Gaspé, porté par l'organisme Côtoie. D'où est venue l'idée comme ça de vous dire, tiens, on va aller virer et puis visiter d'autres exemples et en plus de vous rassembler, parce que je vois que vous êtes quand même plusieurs représentants de quelques d'autres... oui. Ouais, donc raconte-moi un petit peu comment c'est venu l'idée et comment vous avez réussi à monter ce projet-là. Oui. Ben, c'est vraiment la démarche de l'année passée, lorsqu'on a eu lorsqu'on a été choisi d'une demande de subvention qu'on a fait pour le centre de transformation en logement collectif. Ça, c'est d'un fonds fédéral là, qui est soutenu par la CHL. Et puis, dans le fond, il y a 4 cohabitats en développement qui ont été choisis à travers le Québec, 2 dans la Naudière, Friche Solidaire, Village Vital, puis 1 dans la région des Cantons de l'Est, qui est Nidazo, puis nous autres à Gaspé, qui est Côtoie. Et puis, le mandat a été donné à Village Urbain, qui est une entreprise aussi qui a été créée il y a peut-être 5 ans, qui a eu le mandat par ce projet-là pour accompagner finalement 4 cohabitats au Québec pour la réalisation. Donc, on devait être en phase de démarrage. Ou bien, c'était vraiment un projet pour lequel on n'avait pas encore construit. Ouais. Donc, il y en a qui ont été pris dans le secteur urbain, donc qui ont été pris plus dans le secteur rural. Donc, c'est là que ça, c'est la racine. Donc, pendant 1 an, on a vécu une dizaine de rencontres en Zoom, des rencontres avec des professionnels fiscalistes, la gouvernance, tout le côté juridique aussi. Et puis, vers la fin, ben là, on est rendu à l'étape, lorsqu'on aura à se construire, on voulait essayer de voir d'autres réels co-housing, qu'on appelle ici, ou nous, on appelle des cohabitats, eux autres, c'est du co-housing. Et puis, c'est un modèle qui existe quand même depuis plusieurs années. Moi, ce que je dis souvent, c'est la racine des coopératives là, qu'on a créées dans les années 70. Là. Donc là, le concept de coop existe au Québec depuis longtemps, au Canada autant. Mais comment qu'on fait pour une fois qu'on a l'intention de coopérer, comment qu'on arrive à faire le vivre ensemble. Puis donc c'est à la fin de ce cheminement-là qu'on s'est dit en gang, on appelle ça notre communauté de pratique, on s'est dit ça serait le fun d'aller visiter, donc dernier sprint, de venir visiter d'autres co-housing à travers le Canada. Donc on a regardé dans les maritimes, puis on a regardé ceux qui étaient déjà établis dans l'Ouest canadien, donc à Vancouver. Et puis, finalement, l'Association canadienne du co-housing, qui existe déjà depuis plusieurs années, elle est basée ici à Vancouver. Okay. Puis, vu qu'on avait un intérêt éventuellement d'évaluer la possibilité de se réseauter au Québec en fédération, donc de se fédérer de façon spécifique au niveau des cohabitats, parce qu'il existe déjà des fédérations qui regroupent des coopératives d'habitation, il existe déjà des fédérations qui regroupent les OBNL d'habitation, mais le concept de co-housing ou le concept de cohabitat est pas nécessairement regroupé. Puis, c'est dans nos recherches qu'on a réalisé qu'il y avait même des cohabitats, il y avait même des co-ops qui existent depuis 20 ans, 25 ans, mais que depuis quelques années, ils ont implanté aussi le concept de partage. Dans le fond, la grande différence entre une coopérative ou la grande différence entre une coopérative ou bien un groupe condo, comme on connaît traditionnellement, c'est vraiment le souhait de faire en sorte qu'on développe l'expérience du vivre ensemble. Donc, même si je vis dans un condo à Montréal ou à Québec ou bien à Gaspé, donc le concept légal qui fait que je suis un propriétaire ou je suis un propriétaire coopérant, ben c'est une étape de plus à notre avis pour arriver à voir comment que je développe une fois que je suis propriétaire avec des frais de copropriété ou avec des frais de frais de commun, des frais de condo comme on appelle souvent. Une fois que j'ai expérimenté ça, comment j'arrive à maximiser le vivre ensemble. Puis on trouvait que dans le secteur de Vancouver, on avait le sentiment qu'on aurait tout à apprendre à venir voir ceux qui existent depuis 20, 30 ans dans un mode vraiment de cohabitat, qui est un modèle qu'on n'a rien inventé. Là. On a exploré ce qui se passe en France, on a exploré ce qui se passe dans les pays nordiques, principalement dans les pays scandinaves. Donc, c'est là où est-ce qu'on s'est rendu à venir ici, passer une semaine. On a été invités
la mission, c'est une mission éducative que j'appelle la mission d'études là, que le fonds a permis de financer. Et puis on s'est retrouvé ici 4 cohabitats plus la gang plus le représentant de village urbain à rencontrer jour après jour. En moyenne, on avait 2 cohabitats à visiter. Donc le matin, on visitait un cohabitat, l'après-midi, on visitait un autre cohabitat. Donc, on est rendu, au moment où on se parle, on est rendu jeudi. Donc, d'ici 9h30, d'ici une demi-heure, on s'en va visiter un cohabitat ce matin, puis on en visite un cet après-midi, puis ça va être notre dernier. Hier, il y avait une réception où il y avait une douzaine de représentants. Il y avait une douzaine de cohabitats qui étaient représentés par 1 ou 2 ou 3 personnes. Donc, on était une cinquantaine dans un des cohabitats avec des représentants de la Fédération canadienne des cohabitats. L'Association canadienne des cohabitats, puis ça a été un genre le close-up, le petit get-together, échanger. On a eu l'occasion de présenter aussi chacun de nos cohabitats pour eux autres aussi étaient intrigués de voir où est-ce qu'on était rendu dans notre étape de développement, parce que tous ceux qu'on a visités, le plus jeune, ça faisait 5 ans qu'il existait, puis il y en avait que ça faisait déjà 25 ans qu'il existe comme cohabitat. On a visité des cohabitats ruraux avec des défis de fosses septiques, des défis de gestion des eaux, d'aqueducs, puis d'autres qu'on a visités qui étaient urbains avec d'autres sortes de défis réglementaires, financiers. Mais le dénominateur commun, c'est vraiment le vivre ensemble. Donc, ce qu'on se rendait compte, qu'on soit dans un monde rural, qu'on soit dans un monde urbain, le dénominateur commun était vraiment la capacité ou les outils qui se sont donnés pour maximiser finalement l'harmonie du vivre ensemble. Chose que, selon nous, on a tout avantage à apprendre dans les années dans lesquelles on est présentement. J'imagine que ça devait être inspirant, là, ces 4 jours. Est-ce que parce que votre projet, comme tu dis, vous, il est à l'étape initiale, puis là, tu arrives, tu te nourris là, pendant 4 jours de plein d'expériences différentes. Là, vous allez rentrer. Est-ce que c'est comme genre, est-ce que ça redéfinit? Mais comme tu dis, on réinvente pas le cohabitat, là. Ouais. Mais quand même, est-ce que ça doit être assez nourrissant pour dire, c'est ça, pour ajouter de l'eau au moulin là, pour votre projet? C'est sûr que c'est nourrissant. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça reste un voyage. Ça reste qu'on travaille. On se lève le matin tôt, puis on finit tard le soir parce qu'il y a de l'activité sociale. Puis on veut maximiser aussi le temps qu'on est. Comme quand on est en vacances, on va visiter des musées, on va visiter la plage. Là, on va visiter des gens, des humains, puis des endroits. Je sors de cette semaine-là encore plus convaincu de la pertinence puis de la nécessité. Autant que j'ai rencontré des gens qui ont initié ce projet-là dans les années 70, début 80, des gens qui ont vécu depuis, en fond, qui ont implanté au Canada les principes de cohabitat. Et autant convaincu que je suis convaincu encore de ce jour que c'est pertinent. Je vois le résultat, je vois les outils dans le fond qui ont développé, ou est-ce quand je parlais justement à Alan Carpenter, qui lui a été un des initiateurs au Canada suite à un voyage aux États-Unis, parce qu'effectivement, on n'a rien inventé. C'est vraiment du partage qu'on a, des partages d'idées, des partages de techniques, puis plus ça va, plus, sans nécessairement dire qu'on parle d'une science, il y a quand même de plus en plus de la documentation, puis des outils d'une façon plus cartésienne, plus frontale, qui nous permet de savoir que c'est pas juste un feeling, c'est pas juste, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret, avec des résultats probants, parce qu'on a des données présentement qui nous permettent de voir que ça reste efficient, ça reste efficace, là, indépendamment qu'on soit à Vancouver, qu'on soit en France, aux États-Unis ou dans les pays scandinaves. D'accord, donc c'est pas comme si, une fois avoir fait le tour de tout ça et avoir discuté avec autant de gens, on n'est pas là à redéfinir le concept de côtoie, par exemple, si on parle de côtoie. C'est vraiment plus comme rajouter des éléments ou tout simplement avoir des nouvelles idées pour bonifier ce qui existe déjà, en fait. Oui, bonifier des choses depuis 1 an qu'on a observées de par la formation qu'on a eue là, avec le programme du Centre de transformation. Ça permet de bien closer, parce que c'est vraiment, on est à la fin, il reste le guide, le rapport à déposer. Mais ça fait juste confirmer qu'on est à la bonne place, clairement, en tout cas pour ma part. Fait que j'ai hâte de retourner au Québec, là, j'ai hâte de retourner à Gaspé pour continuer
à nourrir la gang, continuer à faire en sorte que le projet se concrétise. Mais clairement, c'est ce que j'ai le plus appris, c'est de voir que où est-ce qu'on se place dans un principe de cohabitat, dans une posture de cohabitat. Ben, ça n'importe où, probablement dans le monde, mais clairement ceux qu'on connaît qui implantent ça dans les pays, que l'humain est la clé du succès de ce concept de cohabitat-là. Ok, ça c'est un peu ton compte rendu après avoir fait le tour, c'est ça que tu constates? Oui, parce que, tu sais, moi, je le dis souvent, j'ai été longtemps dans l'organisation des événements, puis quand je suis arrivé en Gaspésie, il y a une quinzaine d'années, le concept de coopération, il est très, j'ai toujours senti d'une façon très organique à Gaspé, là, pour être là. Puis, je me dis, il y a comme un instinct, un fondement instinctif qu'on a déjà dans notre communauté. De mettre une couche de plus, parce qu'il n'y a pas de cohabitant en Gaspésie. Peut-être que c'était pas nécessaire, peut-être que c'est une façon instinctive, mais je me dis, comment faire pour implanter dans la crise de logement dans laquelle on est, comment faire pour donner une couche de plus là, et donner un coup de main finalement à la situation actuelle qui est la crise de logement, mais d'implanter des projets immobiliers à grandeur nature. On parle d'une 12 à 18 là, maisons qu'on veut développer. Donc, commencer par ce niveau-là. Nous, on croit que de 12 à 18 unités d'habitation dans des secteurs ruraux comme Gaspé, comme la région de Gaspésie, est un modèle qui peut grandir, qui peut être implanté, puis surtout qui peut être reproductible. Donc, celui qu'on fera à Gaspé avec Cohabitat Gaspé, mais l'intention de Côtois, c'est de commencer par un, puis de voir après comment on peut en implanter d'autres, parce que selon les études qu'on a en Gaspésie, la pénurie de logements n'est pas prête à se terminer. Et puis, on regarde ce qui se passe avec Murdoch, avec la possibilité d'avoir une explosion industrielle en fonction avec le projet là, de la mine qui pourrait réallumer. Ou d'autres villages qui ont besoin de se renouveler, qui ont déjà l'intention de vouloir maximiser le vivre ensemble. Ben, je me dis, les modèles de cohabitat peut être une solution, peut être une alternative, peut être une option. Je veux pas que ça remplace rien, je veux juste que ça devienne une option de plus. Là. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ton temps. Et puis, je sais que là, vous êtes pas forcément à la course, mais vous êtes encore sur le go pour aller visiter tout ça. Et puis, on vous souhaite une bonne fin je te souhaite une bonne fin de séjour là-bas. Oui, merci beaucoup. Puis merci pour votre intérêt. Puis c'est pas terminé. On va faire des annonces bientôt. Il y a déjà des choses qui sont en train de se placer. Donc, clairement, je vais vous relancer avec intérêt pour continuer à parler des projets de Côtois, mais l'ensemble du principe de développement immobilier, mais dans une posture plus de cohabitat. C'est ça, il va y avoir, j'imagine, est-ce que tu vas transmettre un peu toute cette information ramassée, ces expériences vont être à un moment donné partagées? Oui, pour ça, il nous reste le rapport à faire. Donc, quand le rapport va être terminé d'ici une couple de semaines, ben clairement, ça va nous faire plaisir de partager les grandes lignes, les conclusions. Présentement, de la maquette que Village Urbain a fait, là, le rapport qui devait être fait à la fin de ce processus-là, c'est un document de plus de 300 pages. Fait que là, le défi, ça va être de faire en sorte comment que 300 pages va devenir disponible et que ça ne devienne pas un document tabletté, mais un document qui va nous permettre justement de continuer à avoir des outils, avoir plus d'outils finalement que quand on a commencé, là, 2 ans, quand on s'est dit, tiens, est-ce que le cohabitat pourrait être une alternative? Ben, 2 ans plus tard, moi, je pense que le cohabitat est clairement une alternative pour la crise de logement dans laquelle on vit dans la Côte de Gaspé. Merci Stéphane. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553.
Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. La mobilisation citoyenne à Chandler, tenue le 26 avril 2026, a rassemblé une foule impressionnante pour protester contre la fermeture imminente du Bureau de la protection de la faune, prévue pour le 23 juin. Les intervenants ont dénoncé une décision jugée honteuse, soulignant que 2 agents doivent actuellement couvrir un territoire représentant 8 fois la superficie de l'île de Montréal. Bien que le gouvernement ait annoncé la veille de la manifestation un sursis d'1 an pour le bail du bureau, les leaders locaux et syndicaux rejettent cette solution temporaire, y voyant une manœuvre politique à l'approche des élections. Ils réclament plutôt un engagement permanent, un bail d'au moins 5 ans et une augmentation réelle des effectifs pour freiner le braconnage et assurer la pérennité des ressources fauniques de la Gaspésie. Nous écoutons un extrait de cette mobilisation avec les interventions de Stéphane Roussy, ancien sergent et lieutenant au poste de Chandler, maintenant retraité, Martin Perrault, président du syndicat des agents de la protection de la faune du Québec, Gilles Darèche, maire de la ville de Chandler, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et Monsef Déragi, député de l'opposition officielle. Merci à Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé pour les images. Imaginez-vous 2 personnes qui couvrent un territoire aussi grand que 8 fois la superficie de Montréal. 8 fois Montréal, c'est à couvrir avec 2 personnes, puis ils font un travail extraordinaire depuis 2 ans. Imaginez-vous le stress qu'il y a tous les ans de savoir est-ce qu'on va maintenir ce service-là, est-ce qu'on va avoir notre travail, puis de se faire proposer d'être à 100 km à gauche ou à 100 km à droite, pour venir couvrir leur propre territoire. C'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est même, je pourrais dire, honteux que les gouvernements pensent que la Gaspésie, c'est une zone de l'Éthiopie. Je vais aussi loin que ça. On est en train de gruger sur le petit peu de viande qu'on a, puis à tous les fois qu'il y a des coupures, ces coupures-là se font où? Ils se font chez nous. Aujourd'hui, là, ce qu'on veut, on ne veut pas avoir un bail à tous les ans. Ce qu'on veut, c'est un service permanent. Bonjour à tout le monde. Puis, je suis vraiment, vraiment émerveillé de voir tous les gens qui sont ici présentement. La mobilisation citoyenne, la réponse qu'on a, on a la réponse. C'est un constat qui est assez évident, que le service de protection de la faune est essentiel à Chandler. À Chandler, le service de protection de la faune, moi, j'ai commencé comme agent de protection de la faune en 1989. À ce moment-là, on était dans le bureau de la SQ. Là, je regarde André, mon collègue, André O'Connor, qu'on a commencé ensemble. J'ai pris ma retraite l'an passé. J'ai été sergent ici de 2010 à 2025. Ensuite, j'ai été lieutenant chef de service intérimaire pour la dernière année. L'année passée, en février, on annonçait que Chandler allait potentiellement fermer. On a fait des sorties médiatiques, un peu tout le monde a fait des sorties médiatiques, puis on a été rassurés, on était supposé d'être rassurés sur le fait que ça ne ferme pas. Cette année, qu'est-ce qui se passe? Les agents reçoivent une lettre, c'est terminé. En juin, vous sortez, vous vous en allez. Puis, en date d'aujourd'hui, c'est encore cette lettre-là qu'ils ont. Ils ne savent pas où qu'ils veulent les envoyer. Ils n'ont aucune idée. C'est-tu en Abitibi? C'est-tu à la Côte-Nord? C'est-tu à Québec? Personne ne sait. Le territoire de la protection de la faune de Chandler, c'est quoi? C'est 5 territoires structurés, des ZEC, des zones d'exploitation contrôlées, des réserves fauniques, des parcs. On a des territoires avec des rivières à saumon. On a 5 grosses rivières à saumon à protéger. Au niveau du territoire, c'est plus de 5 000 à 6 000 km² au niveau de la terre, ce qu'on a à faire. Plus de 2 000 km² au niveau de la mer. Comme Serge disait tantôt, ça représente à peu près 8 fois la superficie de l'île de Montréal. On est en train de se battre ensemble, on est en train de démontrer une force gaspésienne,
des gens qui ne veulent pas perdre un service essentiel. Puis en Gaspésie, bien, quand on perd un service, on sait qu'on ne le récupère plus après, c'est fini. Ils ne leur donneront pas si on le perd. Si on ne se bat pas, on va le perdre. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je décris dans cette situation-là, dans les réseaux sociaux, à la table du conseil, dans les différents médias depuis au-dessus d'un an. Malheureusement, pas très écouté de la part du parti en place. Chers amis, tout au long de la route entre Matane et Chandler, j'ai pensé à l'immense richesse phonique que nous avons en partage. Je suis des Vosges, je ne suis pas tellement loin. Je sais que je représente des chasseurs, des pêcheurs, des gens qui ont à cœur que cette pratique sportive, qui est presque une religion en Gaspésie, qu'on a depuis des générations, puisse se poursuivre. Pour que ça puisse arriver, il faut protéger et préserver la ressource. Pour ce faire, ça prend des agents et des agentes de protection de la faune. Le gouvernement du Québec a annoncé que cette grande tradition à Chandler et ailleurs en Gaspésie, à Cause-Abscale, Sainte-Anne-des-Monts et Matane, ça arrive à sa fin. L'avis est déjà envoyé. Ça fait des mois, des années que la ville de Chandler et les intervenants envoient le même message. Et hier, comme par coïncidence ou par magie, on nous indique que c'est réglé. Exactement la même annonce que l'an dernier. On va prolonger d'1 an. Et à l'approche d'une campagne électorale, on va encore prolonger par 1 an. Ça ne suffit pas. Demandons le renouvellement d'un bail pour 5 ans minimum et surtout des ressources à l'intérieur et sur le terrain. Fait qu'aujourd'hui, ça prend un bail long terme, ça prend des effectifs ici. Puis rappelez-vous qu'au courant des dernières années, on a investi plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire des opérations provinciales. Puis les 3 opérations provinciales, où ce qui se sont faites, c'est en Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. C'est qui prépare ces opérations-là puis qui réussit à mettre tout ça en branle? Bien, c'est les agents sur place. On a démontré qu'il y a un besoin criant, il y a un besoin, un gros besoin en Gaspésie. Puis là, on dit on va fermer Chandler. Cause-Abscale, le bail ferme, il est fini en février l'année prochaine. Sainte-Anne-des-Monts, on n'a aucune idée. Il y a juste 2 agents, revient jamais. Donc, il faut qu'on mette des agents. C'est beau de laisser des bâtisses ouvertes, avoir des bâtisses puis des bails, mais il faut aussi mettre des agents. On n'a pas le choix. On est en milieu forestier, on est en montagne, en coulée dans des rivières. C'est pas facile, l'ouvrage est très, très difficile. Puis les 2 agents qui restent présentement ici font des miracles. André et Sébastien, félicitations, vous faites vraiment des miracles. Ça me touche beaucoup parce que j'étais à Cause-Abscale ce matin. On l'a eu, l'avis de fermeture. Il reste 1 personne. Il y en avait 8 en 2017, il y en avait 25 en 1992. C'est la fermeture de ce bureau. C'est une mauvaise nouvelle pour la protection de la faune. C'est une mauvaise nouvelle pour la communauté. C'est une bonne nouvelle pour qui? Pour les braconniers. C'est ce que ça veut dire. Dans l'histoire du Québec, dans l'histoire de la Gaspésie, on a toujours parlé avec beaucoup de fierté de la chasse et de la pêche, de notre amour de ce pays-là, mais il faut le préserver. Et ça vient avec des gens qualifiés, des gens racinés, des gens qui sont méticuleux, des gens qui veillent pour qu'on s'assure de respecter les règles pour qu'il y en ait du gibier et du poisson pour ceux qui vont suivre. C'est juste ça qu'on demande. Alors, Chandler a le droit d'avoir son bureau et ses ressources pour protéger son territoire et ses ressources phoniques. Que ce soit le Parti québécois ou le Parti libéral du Québec, c'est sûr et certain qu'on va ramener cet enjeu au Parlement du Québec. Mais le recul du gouvernement d'hier, il est incomplet. Et sérieux, pour un gouvernement qui s'est prononcé de ramener 5000 fonctionnaires dans les régions, ça n'a aucun sens ce qu'ils sont en train de faire. C'est une démonstration que c'était uniquement des promesses brisées pour dire aux Québécois dans les régions qu'on est un gouvernement de région. Et depuis quand un gouvernement essaie de protéger les braconniers et non pas la faune? Depuis quand les caquistes sont absents? C'est ce que je déplore aujourd'hui et c'est ce que je dénonce aujourd'hui.
Il y aura dans quelques heures une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Je remercie Gaétan Lelièvre qui m'a aidé à la rédiger. Il y aura des questions qui vont être posées à l'étude des crédits en fonds à l'Assemblée nationale. Je veux vous dire qu'on va suivre ce dossier-là de près. Et s'il faut que je revienne à Chandler, je le referai. Parce que manifestement, ma visite a créé un peu de mouvement dans les officines ministérielles. Si c'est ça que ça prend, réinvitez-moi, je reviendrai. Et là, je vais lancer un dernier message. Je le lance directement à Mme la Première ministre, Mme Fréchette. Le pouvoir décisionnel, c'est vous qui l'avez entre les mains. C'est vous qui devez... Parce que là, on est minuit moins une. Hein? Le 23 juin, c'est la fermeture du bureau confirmée. Fait que le pouvoir décisionnel de renverser cette mauvaise décision-là, c'est vous qui l'avez entre les mains. C'est vous qui devrez faire des actions. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabeau. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Face à l'immensité du territoire gaspésien et du Bas-Saint-Laurent, le vieillissement ne se vit pas de la même manière qu'à Montréal. Entre l'isolement géographique, les défis du transport et l'accès limité aux soins, les aînés de nos régions font face à des obstacles invisibles pour les décideurs urbains. Pourtant, avec un tiers de la population ayant plus de 65 ans, le poids politique de ce groupe est immense. On discute de la nécessité de briser les silos gouvernementaux et de porter la voix des régions avec Harold Lebel, directeur du Carrefour 50 et plus du Québec. J'ai vu que vous étiez présent au Forum Innovéné pour, j'imagine, pour porter la voix des membres du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine. Je sais qu'il y avait à peu près 180 participants, c'est quand même assez... il y avait quand même beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez senti que la réalité particulière du vieillissement dans nos régions comme ça était quand même, c'était quand même quelque chose qui était traité ou quelque chose qui était assez similaire par rapport à d'autres organismes on va parler au Québec? Pas assez à mon goût. Il y avait beaucoup... Quand on parle de maintien à domicile, de service à domicile, on voit que le discours urbain est très présent. Alors, il y a beaucoup d'exemples de ce qui se passe à Montréal, Québec. Mais en même temps, je peux comprendre, ils sont nombreux. Mais il y avait des gens de la Gaspésie, du Bas-du-Fleuve, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, beaucoup des gens du Saguenay, où on vit à peu près les mêmes choses. Fait que là, je peux dire que quand même notre réalité a apparu. On a réussi à expliquer quand même des réalités qu'on vivait en milieu rural. Mais c'est sûr que l'urbain est très fort. Là, mais ça valait la peine d'être là. Ça valait la peine. Et comment vous décririez cette différence entre l'urbain, justement, et la réalité des régions? C'est beaucoup le transport, la réalité du transport, le milieu rural. Si on peut, le Québec, on peut le diviser comme ça. Là. Il y a les villes, il y a les communautés rurales proches des villes et il y a les communautés rurales éloignées des villes. Puis c'est là que nous, c'est une grosse réalité ici. Puis c'est là qu'on vit beaucoup d'isolement des aînés, où on voit beaucoup plus de pauvreté des aînés, puis des problématiques là, de transport, d'accès aux services de santé et tout ça. Et ça a été amené, ça a été nommé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de plus avec tout ça? Ça reste à voir. Il y a eu des revendications intéressantes. C'est
Moi, on a plaidé fort, nous, puis moi, je pouvais me baser sur ce qui s'était dit à Gaspé là, lors du colloque qu'on avait eu il n'y a pas très longtemps sur le bien vieillir en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Le gouvernement a mis en place beaucoup de politiques, beaucoup de différentes politiques, là, puis c'était un truc gouvernemental. Là, on additionne ministère des Transports, Santé, Culture, on additionne des petits montants d'argent partout qu'on met pour les aînés, puis on dit, puis ça fait un gros chiffre, puis on dit, vous voyez, on travaille très fort. C'est bien, c'est correct, mais en même temps, le problème, c'est que tout le monde travaille en silo. Il n'y a pas de vision commune du vieillissement. Puis le gouvernement, les élections s'en viennent. Regardez bien ça aller, là, ce qui va arriver, ce qu'ils vont dire, on va créer un ministère des aînés, puis tout va être réglé. C'est pas vrai, c'est pas de la magie. Là. On ne crée pas un ministre, puis une ministre. Ce que ça prend, c'est une vision, puis une concertation de ces différentes actions-là. Et c'est là, ça a été la grande revendication de la rencontre de Québec, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait avoir un comité ministériel, comité des priorités ministérielles, si on veut faire du dossier des aînés, du bien vieillir une priorité, est-ce qu'un comité ministériel pourrait se réunir et s'assurer que ce que chacun fait, ça s'est aligné sur une même vision de soutien aux aînés. C'est ça la grosse revendication qui est sortie du colloque. Oui, parce que je sais qu'il y a eu tout un travail pour mettre en avant des recommandations. Est-ce que ces recommandations-là, par exemple, ou par exemple ce que vous venez de nommer là, doivent être aussi comme des outils, mais quelque chose qui s'adapte à la réalité des secteurs quand même, parce que je comprends qu'il n'y a peut-être pas le même nombre d'aînés en fonction de la région de laquelle on parle, ou si c'est plus urbain, si c'est des régions. Enfin, comment vous le voyez, vous? C'est un peu ça. Ce qu'on se dit, c'est que s'il y avait une vision, il faut commencer par se donner une vision de ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on propose aux aînés du Québec, puis y compris les aînés des régions. Une vision, une grande concertation interministérielle, ça, c'est ce qui est fondamental. Et aussi, il faut que les différents ministères aient une idée de ce qui est de leur impact sur le vieillissement. Entre autres, là, le gouvernement vient d'annoncer un nouveau Conseil des ministres, a nommé un comité des régions, un conseil des régions. Je serais curieux de savoir, dans ce conseil des régions-là, où il y a des gens de chaque région, la particularité ou l'intervention par rapport aux aînés est où dans leur agenda. Je ne suis pas sûr qu'il est dans les premiers. Je pense qu'il est dans 3, 4, 5, 6e, mais c'est ça qui est désolant. S'il y a un comité des régions qui existe, c'est pour faire du développement économique, développer les régions, créer de la richesse dans les régions, je suis bien d'accord. Mais les régions, région par région, ils ont des particularités, notamment par rapport aux aînés et à la possibilité de bien vieillir chez soi dans les régions. Et ça, c'est un exemple que je donne. On vient de mettre en place un comité des régions. Est-ce que la sensibilité à la situation des aînés, est-ce que ça fait partie de leur agenda? Je serais curieux de savoir. OK. Ouais, parce que vous avez nommé Bien vieillir chez soi. Je sais que c'est un projet qui est sorti, là, entre autres, là, il y a eu plusieurs projets, mais qui a été porté par le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est une réalité concrète d'un exemple qui a été donné pour, j'imagine, apporter des solutions à une réalité du terrain, non? Oui, ça, ce qui est intéressant à la partie Bas-Saint-Laurent, c'est que c'est le monde municipal avec les gens de l'université, les gens de la santé, tout le monde ensemble ont poussé un projet. On a été assez chanceux, c'est qu'on a réussi à aller chercher un financement d'une fondation privée. La fondation Mirella et Lino Saputo, qui ont mis pas mal d'argent aussi là-dedans pour nous propulser, faire en sorte qu'il y ait eu des projets pilotes. Maintenant, est-ce que ces projets pilotes-là vont poursuivre? Est-ce que ça pourrait être amené dans d'autres régions? Je sais qu'en Gaspésie, on s'intéresse beaucoup aussi à ce qui s'est fait. C'est intéressant. Mais encore là, ça a été fait d'une façon un peu ponctuelle. Est-ce que ça pourrait s'intégrer, comme je vous dis, dans une programmation plus large d'un soutien aux aînés? Il me semble que oui. Là, je pense que ça a fait ses preuves. Maintenant, il faudrait aider les autres régions qui veulent s'en inspirer, de mettre ça en place. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement en Gaspésie. Intéressant, parce que quand j'ai fait une entrevue justement avec un des porte-parole de ceux qui ont organisé le forum Innov Aîné, justement, j'ai oublié leur nom, mais il y avait
c'est un peu comme d'écrire qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue, en fait. On dirait qu'on a déjà tout, on le sait le faire depuis longtemps, mais il y a des choses de base comme les financements qui reviennent tout le temps, ces choses du nerf de la guerre, en fait, comme on dit. Est-ce que vous le voyez un peu de cette façon-là? En fait, c'est juste de se donner les bons outils, mais comme le financement. Le financement, puis arrêter de travailler en silo. Chaque ministère ou chaque corporation est jaloux de son enveloppe. Fait que des fois, si on pouvait mettre en commun certaines enveloppes de financement, on pourrait créer quelque chose de différent. Mais chacun est jaloux. Le ministère de la Santé il est coupé de partout, fait qu'il est bien jaloux de l'argent qu'il a. L'éducation, c'est la même chose. Le transport, c'est la même chose. On coupe. Fait que là, chacun est très protecteur de son enveloppe budgétaire. Et quand il y a un projet qui sort un peu de ce qu'ils ont à faire et qui nécessite un peu de concertation, de collaboration, ça bloque dans la machine, c'est plus long. C'est pour ça que je dis qu'il devrait y avoir un genre de conseil des ministres prioritaire par rapport aux aînés, puis assurer, provoquer des échanges entre différents ministères, différentes corporations. Je pense que ça devrait se faire. Mais c'est sûr qu'il existe des choses déjà sur le terrain, puis en Gaspésie, comme dans le Bas-Saint-Laurent, on a beaucoup d'expérience là-dedans. Moi, je compare beaucoup ce qui se passe par rapport aux aînés à ce qui se passait dès le début des années 70 avec les mouvements à dignité, les fermetures de villages. À ce moment-là, les gens d'ici se sont mobilisés et disaient non, on ne fermera pas nos villages, on a créé des différents outils pour... Là, le vieillissement nous rattrape. Le vieillissement de la population fait en sorte qu'il y a des villages qui, il y a quelques années, étaient comme en danger. Et là, ça vient nous rattraper. Les jeunes sont partis, les aînés, ils n'ont pas d'outils pour rester dans leur village. On leur demande d'aller dans les RPA en ville. Le même discours qu'on avait il y a plusieurs années, c'est la même affaire. On s'en est sorti une fois, on a réussi à amener des idées nouvelles. Je pense qu'on est capable de le faire. On a de la couenne assez sûre pour faire ça. Oui, hein. Est-ce que, pour parler un petit peu d'avenir et la suite des choses, je sais qu'il y a des élections qui s'en viennent aussi cette année. Est-ce que, justement, c'est quelque chose dont il faut profiter ou quelque chose qu'il faudrait, comme tout est à revoir et revisiter? J'imagine que les recommandations venaient aussi pour peut-être proposer à un possible futur gouvernement de vous soutenir. Oui, mais il va falloir aussi... à chaque année, le dossier des aînés est vu comme un dossier, c'est pas un dossier prioritaire en campagne électorale. On va sortir 3-4 beaux mots, là, comme on aime les aînés, programme Amis des aînés. On va sortir des beaux mots même qu'on va créer un ministre des aînés. Ça va être correct en se disant, on a réglé la question des aînés, mais est-ce qu'on pourrait, dans le fond, la balle nous appartient à nous autres, c'est aux aînés aussi à dire ce qu'on a à dire. Et ce que j'espère, ça va être ça, dans la campagne électorale qui s'en vient, qu'il y aura des forums qui vont permettre aux aînés d'ici de dire, chez nous, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu nous suggères? Concrètement, ce que ça va donner pour moi, pour demeurer dans mon village puis avoir des services à domicile? Je le dis souvent, là, je m'en vais au Méchant. Hier, j'étais à Saint-Zénon-du-Lac-Comcoui. Ces aînés de ces villages-là, ils ont les mêmes droits qu'un aîné qui est à Sainte-Foy. C'est la même affaire. T'es juste pas dans le même village, même situation, mais t'es un Québécois, une Québécoise comme les autres, avec les mêmes droits. Et ça, on devrait faire respecter ça. C'est un peu comme si on prenait des décisions sans concerter les premières personnes concernées. Oui, puis souvent, les personnes concernées, les aînés ne sont pas toujours assez conscients du pouvoir qu'ils ont. On se dit, le vieillissement de la population, 33 % de la population à 65 ans et plus. Là, on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais 33 % de la population, ça fait pas mal de voteurs. Si ces 33 % se parlaient, puis disaient, nous autres, vous allez nous donner des choses, puis vous allez vous ajuster à notre réalité, on vient de changer pas mal la donne. D'accord. Mais pour terminer, parce que justement, je vois que le carrefour des 50 ans et plus du Québec, justement, c'est une façon de regrouper les voix en même temps, j'imagine, des organismes comme ça. Est-ce que entre le lien avec ce forum que vous avez vécu et puis l'avenir, dans le fond, vous, ça serait quoi on va dire vos actions pour les étapes suivantes?
Ben, la force du Carrefour, c'est les clubs. Les gens sont membres des clubs avant tout. Fait qu'on il y a des clubs, il y a 138 clubs de Kamouraska jusqu'aux îles de la Madeleine, tout le long de la péninsule. Fait qu'on est présent dans les villages. C'est ce qui est assez rare, là, autant d'organisations présentes. Nous, on est capable, quand il y a des idées nouvelles, des initiatives, on est capable de les porter directement à nos clubs, puis aller rejoindre les alliés dans les villages. On est probablement la seule organisation qui est capable de faire ça. Fait qu'on va continuer à le faire, on va continuer à entendre aussi ce que les gens nous disent comme réalité. T'sais, hier, quelqu'un est arrivé, il nous a dit « Moi, j'ai des problèmes d'acouphènes. Je suis pas capable de vivre avec ça, c'est en train de me rendre fou. » On a vérifié. Il y a une organisation qui aide les personnes qui sont atteintes d'acouphènes, qui ont cette problématique-là. Puis ils peuvent, ils donnent des ateliers, tout ça, pour les aider. Mais cette organisation-là est à Montréal. Qu'est-ce que tu veux faire pour la personne qui vit avec l'acouphène en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent? Est-ce que c'est un détail, là, mais pour la personne, c'est pas un détail de vivre avec ça. Est-ce qu'on pourrait s'assurer que des services du genre soient aussi chez nous? C'est un peu c'est ce que nous permet de faire, nous autres, en étant présents sur le terrain, d'entendre ces gens-là nous parler de leurs problématiques, de porter cette voix-là ou essayer d'amener des solutions. Bon, ben merci beaucoup, en tout cas, M. Lebel, pour votre temps. Non, ça fait plaisir. Puis on se voit bientôt, on part pour la tournée de la Gaspésie. On vient de finir le Bas-Saint-Laurent, on finit ça demain, au Méchant. Après ça, on part Carleton, Bonaventure, Chandler. Ça va aux îles de la Madeleine, on revient par Cap-aux-Eaux, après ça, Mont-Louis. Puis, c'est qu'on fait. Vous faites la tournée de tous les clubs, c'est ça? C'est des secteurs. On a un peu l'équivalent des MRC. Fait que les gens, les clubs de ces MRC-là se réunissent. Fait qu'on est capable de parler avec eux autres, présenter ce qu'on a à faire. Et, on fait ça 2 fois par année. OK. C'est comme une façon de ramasser l'information en même temps pour vous et puis d'avoir après un bon portrait de ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, puis d'expliquer où on veut aller pour aller plus loin. On est en train de travailler beaucoup sur un virage numérique, permettre à nos clubs de mieux saisir c'est quoi les outils numériques, puis ça pourrait nous aider à mieux communiquer avec les clubs, puis offrir aux clubs des informations plus rapidement. On va essayer de connecter le monde ensemble. Puis on a des jeux aussi de la Gaspésie qui s'en viennent bientôt, là, à Saint-Antoine et Mont-Louis. On est actifs. Mais on a un beau pays, puis c'est un beau défi. Merci beaucoup, Harold. C'est bien. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Alors que de nombreuses entreprises luttent contre la pénurie de main-d'œuvre, le groupe CTMA aux îles de la Madeleine affiche une santé éclatante. Avec plus de 1500 candidatures reçues pour combler une 50aine de postes saisonniers, l'attractivité de l'archipel et des conditions d'emploi uniques transforment le travail sur le traversier en une véritable expérience de vie. Entre une baisse historique des tarifs de 50% et des réservations en hausse de 16%, la saison 2026 s'annonce record. On explore les coulisses de ce succès humain et touristique avec Claudia Delaney, directrice des communications à la CTMA.
Alors, ce communiqué indiquait justement le nombre de CV, de candidatures plutôt que vous avez reçues suite à, pour combler une cinquantaine de postes saisonniers. Et je me demandais à quoi est-ce qu'on peut, pourquoi un tel succès dans le fond. En fait, moi, j'avais en tête un petit peu qu'on était un peu dans une période plutôt de crise de pénurie de main-d'œuvre plutôt. Comment vous reflèteriez un peu votre réalité dans le fond à vous? Ben, en fait, on se considère privilégié parce que depuis 2 ans, particulièrement depuis les 2 dernières années, on reçoit un nombre assez impressionnant de candidatures pour nos postes saisonniers du côté du traversier. On a reçu 1500 candidatures pour la présente saison. On en avait reçu près de 3000 l'année dernière aussi. Donc, on est quand même fiers de ça. C'est des candidatures assez impressionnantes. On n'a pas de recette miracle, mais je vous dirais qu'on travaille quand même vraiment fort pour se démarquer comme employeur. Puis, on sent qu'on est à la bonne place avec l'expérience d'emploi qu'on veut offrir. On sent que c'est attirant. D'abord, je vous dirais qu'il y a l'attrait pour les îles. On sait, les îles, c'est un petit je ne sais quoi, on a un petit coin de paradis, fait que c'est assez facile en termes d'environnement de travail. Puis, on a un horaire de travail qui est particulier. Dans le fond, les gens vont travailler 14 jours pour ensuite avoir 7 jours de congé. Fait qu'on appelle l'horaire 14-7. Fait que pour un emploi saisonnier, de se retrouver aux îles de la Madeleine avec des blocs d'une semaine complète de congé en plein été, c'est un peu le rêve finalement. Tu sais, fait que tout ça, on sait que c'est très très attirant. Ensuite, moi, ce que j'appelle la logistique, les îles, c'est loin. Tu sais, on s'occupe de simplifier tout ça. On paye les frais de déplacement. On a aussi l'hébergement qu'on offre gratuitement à tous nos employés. La façon que ça fonctionne, quand les employés travaillent sur le bateau, l'hébergement est inclus sur le bateau. Et quand ils sont à terre, on a des maisons d'hébergement ici à proximité du quai, donc l'hébergement est fourni aussi. Donc, on s'occupe vraiment là, de mettre tout en place pour offrir le milieu de vie de qualité. Les repas sont aussi offerts gratuitement quand ils travaillent. Donc, il y a vraiment une série de petits avantages et d'attrait là, pour l'expérience d'emploi. Puis, au-delà de tout ça, je dirais que l'expérience humaine qui se crée. C'est ce qui ressort beaucoup. Les gens se côtoient évidemment pendant leur travail, les gens se côtoient à l'extérieur, ils habitent ensemble, donc ils se créent vraiment des liens, puis c'est beau à voir. Je vous dirais que ça se reflète aussi dans l'offre de service sur le bateau. Les gens sont heureux d'être là, les gens sont contents et vivent une expérience, donc ça se reflète pour nous, c'est bon pour nous parce que ça se reflète là dans le service à la clientèle qu'on veut offrir. Si on a des employés heureux, on a des employés souriants qui sont capables d'offrir un bon service. OK. C'est ce que je comprends, c'est qu'en fait, dans toutes ces candidatures, c'est pas que des Madelinots, en fait. Ça peut être, vous recevez des candidatures de partout, en fait. C'est une très bonne question. Oui, c'est des candidatures d'un petit peu partout au Québec. Le marché madelinois de l'emploi est assez plafonné, je dirais. C'est plus difficile de recruter ici aux îles. Donc, on s'est tourné à une certaine époque vers des candidatures plus à l'international, mais il y avait des enjeux. C'est très coûteux aussi. Et depuis 2 ans, justement, je pense que c'est ce qui explique un peu notre succès. On a vraiment concentré à faire une campagne de recrutement au Québec. Et avec justement l'attrait des îles, on a des Québécois, autant des jeunes un peu nomades qui aiment voyager, des jeunes qui sont en transition. On attire en fait ce profil-là. On a aussi des semi-retraités, beaucoup de semi-retraités qui, eux, ont quand même encore le goût de travailler un peu, encore là, le goût de voyager, découvrir des nouvelles choses. Et on a aussi le 3e profil qu'on cible dans nos campagnes de recrutement, qui est des employés internationaux, mais déjà rendus au Québec et donc en recherche d'emploi. Fait que c'est vraiment à travers une campagne de recrutement qu'on fait connaître notre expérience d'emploi puis qu'on réussit à aller chercher des gens au Québec, mais avec des profils différents pour venir travailler chez nous. D'accord. Puis c'est ça, j'étais curieux par rapport aux hébergements que vous avez nommés tantôt parce que je voyais que vous avez quand même, vous l'avez nommé, il y a un taux de rétention quand même qui est assez enviable. Les gens qui reviennent après chaque année, j'imagine le plaisir de travailler chez vous aussi. Et vous parliez des possibilités d'héberger les gens comme ça, parce que si c'est majoritairement de l'extérieur, est-ce que vous avez dû investir comme ça dans des infrastructures pour pouvoir héberger les gens, je veux dire en dehors même de vos bateaux?
Oui, ça fait quelques années que CTMA fait l'acquisition d'une maison d'hébergement principale de 18 chambres qui est située très proche du quai, donc c'est très, très facilitant. Au fil des années, on a aussi acquis d'autres immeubles là, pour vraiment être capable d'héberger nos 50 employés saisonniers parce qu'on a vraiment une cinquantaine d'employés saisonniers qui arrivent à chaque année. Donc, les maisons d'hébergement, c'est très facilitant. On en a rénové justement, là, notre maison principale a été rénovée cet hiver. Donc, on a 30% de nos employés cette année qui reviennent, ce qui est quand même un taux de rétention intéressant. Puis, ça confirme que l'expérience d'emploi qu'on fait vivre est intéressante. Les gens veulent revenir. Puis là, ben, avec les maisons fraîchement des rénovées comme ça, je pense qu'il va y avoir une belle surprise. Ils vont peut-être vouloir revenir une troisième année l'année prochaine. Alors, j'ai vu que dans le fond, en lisant votre communiqué aussi, ce que je comprends, c'est que il y a des réservations en fait qui sont faites même d'avance, qui affichent déjà une hausse impressionnante. Je me demandais à quoi est-ce qu'on peut attribuer un succès de tel. Est-ce que c'est quelque chose qui est en augmentation année après année, ou est-ce que il y a des variations? Comment ça se passe, puis particulièrement pour cet été à venir? Ben, depuis les dernières années, on sent que les îles sont populaires. Ça, c'est sans contredit. On enregistre une augmentation de 16% en ce moment. Là, à la fin avril, nos réservations sont 16% plus élevées qu'elles étaient à la fin avril l'année dernière, pour les mois de juin à septembre inclus. Donc, c'est clair qu'il y a une tendance à la hausse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mois de juillet et août sont pas mal toujours remplis. Le bateau finit toujours par afficher pas mal complet pour ces mois-là. Donc, la marge de manœuvre pour une augmentation de l'achalandage se situe plus en juin et en septembre. C'est vraiment la tendance qu'on sent là. En juin, on est on est rendu à plus 28% d'augmentation de l'achalandage par rapport à l'année passée. Septembre va être très fort aussi. C'est encore trop tôt pour avoir une réelle variation parce que les réservations, ça rentre encore beaucoup. Septembre est un peu plus loin. Mais on anticipe vraiment une belle année. C'est certain que vous avez probablement entendu parler de la baisse des tarifs. Oui. Du traversier. Les tarifs, depuis le 1er août dernier, sont réduits de 50% de ce qu'ils étaient. Ah oui, donc, quand même. Ouais. C'est quand même, c'est majeur, c'est vraiment majeur. Fait que c'est certain que les augmentations peuvent être en partie attribuables à cet accès-là moins dispendieux là, pour venir aux îles. Et comment est-ce que justement on pourrait expliquer cette variation de coût de 50% pour Ça, c'est vraiment une décision du gouvernement fédéral. OK. C'est vraiment une décision du gouvernement de Carney qui a décidé que les prix des tarifs étaient réduits de 50% parce que nous, on est un service subventionné par le gouvernement fédéral. C'est un peu le prolongement de la route, le service de traversier. Donc, c'est vraiment une orientation gouvernementale là, depuis le 1er août dernier que les tarifs sont baissés de 50%. On sent vraiment que ça a un impact. Le monde voyage plus. Les Madelinos aussi, dans la basse saison, là, on a senti qu'il y avait vraiment plus de déplacements des Madelinos là, qui allaient à l'extérieur, là, qui voyageaient à l'extérieur. Là. La base des tarifs fait voyager le monde plus. Okay. Puis j'ai vu que dans le fond, pour répondre à cette demande croissante, vous prévoyez ajouter des voyages de nuit prochainement. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le fond, c'est justement pour pouvoir pallier à la demande dans cette période la plus élevée, juillet-août? Oui. En fait, CTMA ajoute toujours des voyages de nuit à son horaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence par ouvrir les voyages de jour en octobre. Donc, en octobre, les gens peuvent réserver les voyages de jour pour l'été d'après. Les voyages de nuit, on les ouvre seulement à cette période-ci parce qu'il y a quand même toujours un équilibre fragile à garder avec les déplacements des Madelinos. Le trafic commercial, l'exportation des produits de la mer. Donc, faut faire attention, faut comme jongler avec tout ça. Et le fait que on ouvre juste les voyages de nuit à cette période-ci, ça permet aux Madelinos d'être plus prêts à planifier leur sortie estivale, alors que si on avait ouvert les voyages de nuit en octobre, par exemple, on peut penser que ce serait rempli davantage de visiteurs que de Madelinos. Donc, la façon qu'on fonctionne en 2 séquences comme ça, c'est vraiment pour aider et faciliter l'accès au bateau pour les Madelinos. Puis d'ailleurs, on a une liste privilège qui est exclusive pour les résidents permanents des îles. Ça, de la façon que ça fonctionne, c'est que si le Madelino, il veut sortir sur une telle date, mais que ça affiche complet, on va lui permettre de se mettre en liste d'attente, liste privilège, et c'est les Madelinos qui vont être les premiers à obtenir les places quand il va y avoir soit des annulations ou que justement les voyages de nuit vont être ajoutés, donc il y a des places qui se créent par rapport aux voyages de nuit. Donc on a vraiment tout un mécanisme qui fait que
on veut que les Madelinos aient le meilleur accès possible là, aux bateaux, même si on sait qu'ils sont pas prêts à réserver souvent aussitôt que les visiteurs qui viennent aux îles là, pour leurs vacances. Oui, hein, parce que ce serait dommage que le succès du traversier empêche les Madelinos de sortir ou de rentrer. Ben oui. Ouais. Ben ouais, c'est ça. À CTMA, on est très sensible à ça et on est Madelinos nous aussi. Tu sais, les sièges sociaux, les gestionnaires, les capitaines, on est tous des Madelinos. Donc, on veut tous aussi, à un moment ou à l'autre, sortir en vacances avec notre famille. Donc, on est très sensible à ça. Puis, le service existe depuis 1971. Ça fait depuis 1971 que CTMA gère le service de traversier et jongle avec cet équilibre fragile-là qui est tous ces types de clientèle-là qu'on doit servir le mieux possible dans une période de pointe. Alors, on développe les outils pour y arriver. Nos équipes font des miracles pour y arriver du mieux possible. Il n'y a rien de parfait, mais je pense qu'on a les outils pour que ça fonctionne le mieux possible. Une chose curieuse, c'est qu'en préparant cette entrevue, j'ai réalisé dans mon entourage autour de moi qu'il y a beaucoup de gens en Gaspésie qui n'ont pas forcément pris le traversier pour se rendre aux îles. Et j'aimerais que si tu pouvais juste nous donner un petit aperçu de... admettons, il y a beaucoup de gens qui font le tour de la Gaspésie, on entend le fameux tour. Et puis je me disais que si on veut se rendre aux îles en tant que Gaspésien, ou les gens qui nous écoutent, par exemple dans le secteur du Rocher-Percé, ou en prenant le traversier, dans le fond, comment ça se passe? Puis c'est quoi la durée de la traverse? Comment nous faire un petit peu un petit topo là-dessus? Ben, dans le fond, le service de traversier, il part de Souris à l'île du Prince-Édouard. Puis, il se rend ici à Cap-aux-Meules. Donc, c'est une traversée qui dure environ 4h30. Il y a un départ de Souris à 13h l'après-midi. Et quand on fait les voyages de nuit, il y a un autre départ à 1h du matin. Donc, ça roule comme ça. Selon la période de l'année, là, je parle en haute saison, c'est comme ça que ça fonctionne. Le reste de l'année, ben là, il y a l'hiver, en période la moins forte, on est à 3 voyages par semaine. Puis, on augmente comme ça, selon l'achalandage, on augmente à 4, à 5 et à 6 et jusqu'à 7 voyages de jour et quelques voyages de nuit. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Le bateau, dans le fond, il prend autant des passagers que des véhicules. Donc, il prend des véhicules, il peut prendre autant des voitures standards que des VR, des campers. Il prend des camions remorques aussi pour tout ce qui est l'approvisionnement des îles, le périssable, entre autres. Il y a toutes sortes de services aussi à bord du bateau. On a un service de restauration, on a un service de bar, divertissement. Il y a des salons d'observation, des salons de repos, des pans extérieurs. Donc, c'est vraiment un beau bateau pour que les gens vivent. On se fait souvent dire que les gens vont vivre une mini-croisière. Tu sais, arriver aux îles avec le traversier, c'est une expérience en soi qui est assez unique, là, qui est différente de prendre l'avion. Au-delà du moyen de transport, je vous dirais que ce qu'on veut, c'est leur faire vivre une expérience à nos passagers, puis ils sont aux îles dès qu'ils mettent le pied à bord. On leur fait goûter la nourriture des îles, la musique des îles et tout ça. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'avec cette expérience-là, si on se donne le temps, avec les vacances, de voyager, ça balance bien parce que c'est comme ça que ça commençait votre communiqué basé sur les coûts de billets d'avion qui ne cessent d'augmenter dans le fond et que dans le fond c'est une belle alternative, ce que je comprends à ça. Ouais. Une belle expérience. Autant, tu sais, on a parlé beaucoup de l'expérience d'emploi qui vit sur le bateau, qui est super intéressante, mais c'est une belle expérience pour les passagers aussi qui prennent le bateau. Il y a quelque chose d'unique sur le bateau qui fait que, justement, on se sent un peu comme aux îles dès qu'on met le pied à bord. Puis c'est une ambiance de vacances. La plupart de nos passagers, que ce soit les Madelinos ou les visiteurs, c'est sûr qu'ils arrivent aux îles pour leurs vacances ou qu'ils quittent les îles pour aller en vacances à l'extérieur. Donc, il y a vraiment un bon climat sur le bateau. Puis justement, on va fermer la boucle avec en retournant sur les employés. Quand je voyais qu'il y avait ce retour à peu près de 30% de gens qui reviennent année après année, ça veut dire qu'il y a quand même il y a quand même un certain pourcentage où il faut refaire des demandes pour que les gens viennent. Puis là, j'ai comme compris que vous avez reçu énormément de candidatures. Est-ce que vous êtes... il n'y a plus besoin d'envoyer de candidatures là, là, on se parle le 29 avril, mais est-ce que vous êtes déjà complet pour l'été? Oui, la saison est complète pour l'été, donc on est en très, très bonne position pour l'été qui s'en vient.
On se renouvelle tout le temps. Il y a toujours des gens qui reviennent d'une année à l'autre, ça varie. On continue de prendre les candidatures quand même. On se fait des banques de candidatures. On dit tout le temps à la blague, on n'est pas à l'abri d'un employé qui n'a pas le pied marin puis que finalement, pour une raison X, ça fonctionne pas. Donc, ça arrive qu'on fait du recrutement en cours de saison. Donc, on invite quand même les gens à nous faire signe s'ils ont envie de vivre une expérience d'emploi avec nous, mais on est complet pour la prochaine saison. Merci en tout cas, Claudia, pour votre temps. Et puis peut-être une façon d'en savoir plus, un endroit, j'imagine un site internet ou une page sur les réseaux sociaux. Ce serait quoi le meilleur endroit justement pour en apprendre plus et ou même réserver, en fait, si on veut réserver un voyage? Ben, tout ce qui est information spécifique sur le traversier, horaire, tarifs, réservation, ça se passe sur notre site web. Si vous avez plus envie d'en savoir plus sur les coulisses du bateau, de la CTMA, un peu qu'est-ce qu'on fait comme initiative aussi dans la communauté, on est très impliqués dans la communauté. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, puis vous voyez que ça bouge beaucoup. Puis en dehors du service de traversier, il se passe plein de choses à la CTMA. Donc, c'est une bonne façon de nous suivre aussi là, sur nos réseaux sociaux. Plus pour ce volet. Merci beaucoup, Claudia, pour ton temps. Merci. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficaces et durables. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Le 23 mai prochain, la MRC va tenir une consultation concernant son plan climat. Et pour nous en parler, je suis en compagnie d'Amélie Miletti, chargée de projet en environnement. Allô? Allô, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Déjà, merci pour l'invitation. C'est vraiment apprécié de justement pouvoir diffuser l'information par rapport à la démarche de la MRC du plan climat. Première visite en studio? Oui, c'est ça. Donc, on va commencer ça. Ce plan climat de la MRC, c'est quoi? En fait, tout simplement, c'est un document de planification stratégique qui vise deux principaux objectifs. Le premier, c'est l'adaptation, c'est-à-dire d'augmenter la résilience du territoire face au changement climatique, face aux phénomènes climatiques problématiques. Et le deuxième objectif, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre ou notre empreinte carbone. Puis c'est ça, l'objectif, c'est de chercher les impacts des changements climatiques dans les différents systèmes et composantes par rapport à nos infrastructures, la santé de la population, l'économie. Puis à partir de là, de voir quelles sont les solutions puis les mesures qu'on va adopter pour répondre à ces problématiques-là. Et par rapport au deuxième objectif diminuer l'empreinte carbone, on va commencer par un inventaire de gaz à effet de serre. Puis à partir de ces résultats-là, on va pouvoir chercher des mesures pour diminuer l'empreinte carbone. Ça, c'est demander faire un plan climat de même. C'est le gouvernement qui demande à la MRC de faire ça? Oui, exactement. On a reçu un financement du ministère de l'Environnement pour l'élaboration du plan climat. Puis,
toutes les MRC municipalités autour du Québec ont commencé leur démarche. C'est une première fois qu'ils ont annoncé une telle démarche, c'est-à-dire d'avoir le financement pour réaliser le plan climat. C'est une première fois. Donc, on est dans la première partie qui est l'élaboration, la rédaction du plan climat. Puis après, lorsqu'on va déposer notre plan climat, on va avoir un deuxième financement qui va nous aider à mettre en œuvre les actions et les solutions qui ont été déjà établies lors de la première étape d'élaboration. Tu en as nommé quelques-uns tout à l'heure, mais c'est quoi les principaux défis climatiques que la MRC fait face? Je sais qu'on peut le constater assez bien, l'érosion des berges, la sécheresse. On avait des puits artésiens qui étaient vraiment à sec l'été passé, même des rivières qui étaient tellement basses que que les villes étaient obligées de demander de réduire la consommation d'eau. Je viens d'en nommer deux, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme défi? En fait, oui, justement, les défis climatiques dépendent d'un territoire à un autre parce que, justement, ici, dans notre territoire, on a principalement l'érosion et la submersion côtière. Puis selon les projections climatiques, justement, l'augmentation du niveau marin relatif, c'est-à-dire le niveau de l'océan par rapport à la Terre, ça augmente au cours du temps puisqu'il, justement, nous fait perdre nos berges, justement les citoyens, les propriétaires qui perdent une partie de leur terrain à cause de ça. Ça affecte aussi notre économie, l'érosion et la submersion côtière. Il y a aussi les inondations qui est justement due aux redoux hivernaux ou augmentation des précipitations abondantes dans les projections climatiques. Donc, on va avoir plus de précipitations dans les prochaines décennies, disons. Puis justement, on doit être préparé à ces projections-là. Il y a aussi les sécheresses, comme tu as mentionné. Donc, malheureusement, on va justement avoir des précipitations qui vont être prévues, mais le sol ne peut pas justement recharger la nappe phréatique à cause d'avoir des précipitations dans une courte période. Ça n'aide pas justement le sol ou la nappe phréatique à être rechargée rapidement. Donc, ce qui va nous amener à une diminution des recharges des nappes phréatiques, puis du coup des puits, surtout les puits en surface des citoyens. Aussi, il y aura une diminution des débits aussi des rivières sur lesquelles on base notre production d'eau potable. Et maintenant, cette consultation-là, vous invitez toute la population de la MRC à venir. En quoi est-ce que c'est important pour le citoyen de venir s'exprimer à la consultation? Bon, oui, exactement. Comme tu as mentionné, on aura des consultations publiques à partir du 23 mai. OK, il va en avoir plusieurs. Parce que oui, on va essayer on va faire des kiosques informatifs avant le 23, c'est-à-dire le 21 et le 22 mai. On va faire des kiosques informatifs devant 4 épiceries autour du territoire. On va être présent devant le marché Ami à Percé, le marché Guy des Bois à Sainte-Thérèse, IGA Grande-Rivière. Et aussi à Gascon, Port-Daniel-Gascon. Donc, par rapport aux emplacements puis par rapport aux dates, ça va être diffusé dans notre page Facebook, mais la principale, disons, consultation, ce sera le 23 mai à 10h à l'atelier d'art de Chandler. C'est ça l'objectif, c'est de commencer les étapes de sensibilisation par rapport aux défis climatiques que notre territoire, c'est-à-dire va vivre, où il est en train de vivre maintenant.
puis de faire parler la population par rapport à ces problématiques-là, leurs besoins, leurs réalités, les défis qu'ils sont en train de vivre par rapport au changement climatique et les défis climatiques. Donc c'est important pour que la population qu'on réfléchisse ensemble là-dessus, puis qu'ils font partie de la mise en place, disons, des solutions et des mesures qui vont résulter du plan climat. Donc c'est ça. OK. Donc, les citoyens peuvent venir faire des propositions aussi, dans le fond? Oui, c'est ça. Il y aura justement des ateliers qui vont être un atelier avec plusieurs activités qui vont être programmées lors de cette consultation-là. Donc, on va programmer un atelier participatif. L'objectif, c'est ça, de discuter des mesures, de voir les propositions des citoyens, de discuter puis aussi donner l'information par rapport au changement climatique, puis par rapport aux défis climatiques qu'on est en train de vivre. OK. Il va y avoir la consultation, des informations, les gens peuvent venir poser des questions, donner leurs suggestions. Après la consultation, tu as dit qu'il allait en avoir plusieurs aussi. Mais une fois que la consultation va être faite, ça va être quoi la suite? Bon, la suite, déjà les consultations publiques, ça fait partie de l'élaboration du plan climat. C'est une étape disons, principale, primordiale qu'on doit faire justement pour la réalisation de notre plan climat. Les étapes qui vont suivre, nous allons diffuser notre rapport de consultation dans notre page, dans notre page Facebook et notre site web aussi. Et aussi, on va tenir au courant les citoyens par rapport aux étapes prochaines. Donc, toutes les informations et les détails sont disponibles dans notre site web, donc ils peuvent à tout moment consulter, puis voir l'étape, on est sur quelle étape par rapport à l'élaboration du plan climat. Puis justement, après, on va déposer notre plan climat. L'année prochaine, on a une échéance jusqu'à mars 2027. Puis ils peuvent justement consulter et voir le plan climat final de notre MRC. Ça, le mars 2027, c'est votre limite pour le déposer au gouvernement, ça? Exactement, oui. OK. Après ça, est-ce que vous savez un peu que ça va être quoi? Tu as mars 2027 pour le déposer. Puis après ça, c'est le gouvernement qui va valider. Puis ensuite, vous allez devoir mettre en application ou... Exactement. Donc après justement le dépôt du plan climat, le gouvernement va approuver et nous donner du financement, des mesures ou des solutions qui ont été déjà précisées dans le plan climat. Donc il y aura des projets qui vont être financés, peut-être d'autres non. Mais en tout cas, on va avoir du financement pour passer à la prochaine étape qui est la mise en œuvre de ces solutions-là. Grâce au deuxième financement du gouvernement. OK. Vous avez dit que c'est le 23, en tout cas, pour ce qui est de la grande consultation, c'est le 23 au Centre d'art. C'est de quelle heure à quelle heure? Donc, c'est ça, c'est le 23 mai à l'atelier d'art de Chandler, de 10h à midi à peu près. Donc, on invite tout le monde à venir donner leur avis, de parler de leur réalité, leurs préoccupations par rapport au changement climatique, donner leurs propositions de solutions aussi. Donc, c'est vraiment un atelier ouvert à tout le monde, ou à la population en général, aux organismes communautaires aussi qui représentent la voix d'une population qui vive des situations de vulnérabilité, par exemple. C'est important d'avoir cette participation-là pour que le plan climat parle vraiment des besoins des citoyens et de la population.
On a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez voulu ajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter. C'est juste inviter c'est-à-dire le monde à suivre les informations qui vont être diffusées dans les réseaux sociaux et notre site web pour être au courant par rapport aux dates, par rapport aux les détails, disons, de l'avancement de notre démarche. OK. Eh bien, Amélie Meliti, oui. Merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Les spécialistes en poulet frit en Gaspésie, votre restaurant Dixili de Grande-Rivière. Venez découvrir notre menu varié où le poulet de grain règne en maître. Dégustez notre fameuse pizza, gâtez-vous avec nos fruits de mer et découvrez les meilleures salades en ville. Depuis plus de 40 ans, au restaurant Dixili de Grande-Rivière, c'est toujours un plaisir de vous servir. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec lance un avertissement concernant un faux site de vente de billets de spectacle qui circule actuellement sur les médias sociaux en Gaspésie. Bien qu'aucune victime n'ait encore rapporté de pertes financières, la SQ souligne que ce stratagème vise à flouer les consommateurs et pourrait avoir des conséquences sérieuses. Pour éviter de tomber dans le piège, les autorités recommandent d'utiliser exclusivement les sites officiels ou les vendeurs autorisés, de se méfier des offres trop alléchantes et de ne jamais transmettre d'informations bancaires sur des pages dont l'authenticité n'a pas été rigoureusement vérifiée. Selon Radio Gaspésie, le musée de la Gaspésie bénéficie d'une hausse majeure de 43 % de son financement de base, soit une bonification annuelle de 120 000 $ octroyée par le ministère de la Culture et des Communications. Pour le directeur général Martin Roussy, cet ajout au budget est un soulagement, bien qu'il ne compense pas des années de sous-financement chronique. Si cette augmentation s'inscrit dans une enveloppe provinciale de 89,5 millions de dollars, la plus importante en 10 ans selon la Société des musées du Québec, le dossier de la prime à l'éloignement demeure une priorité pour les institutions de la région. Le musée continue de plaider pour une reconnaissance des coûts accrus liés à la distance afin d'assurer la pérennité des établissements culturels en région éloignée. Le gouvernement de Christine Fréchette s'apprête à déposer un projet de loi en mode accéléré pour porter le nombre de circonscriptions de 125 à 127. Cette stratégie vise à protéger les comtés de Gaspé et de Bonaventure contre une fusion tout en ajoutant 2 sièges dans les Laurentides et le centre du Québec pour corriger la dilution du vote dénoncée par les tribunaux. Ce dépôt fait suite à une décision de la Cour suprême du 22 avril dernier, confirmant l'invalidité de la loi précédente qui suspendait le redécoupage. Toutefois, l'adoption rapide requiert l'unanimité de l'Assemblée nationale et des sources indiquent que le Parti conservateur du Québec hésiterait à donner son appui, provoquant d'intenses négociations en coulisses. Le gouvernement souligne que le nombre de députés est figé à 125 depuis 1989, malgré une croissance de 2 millions d'habitants.
Selon Radio Gaspésie, Rivière-au-Renard accueillera du 30 juillet au 1er août le Festimère, un nouvel événement dédié à la promotion des ressources marines et de l'identité gaspésienne. Porté par l'organisme Ensemble pour un accès aux ressources marines, le festival se distinguera par une approche collaborative unissant pêcheurs et cuisiniers lors de compétitions culinaires et de tournois de pêche. Les chefs André Lagacé, Samuel Caron et Alexandre Pringle animeront des ateliers pour partager leur expertise avec le public. L'événement comprendra également un marché public de produits locaux et des activités de sensibilisation environnementale. Soutenu par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, le Festimère vise à renforcer le lien entre les citoyens et les richesses de la mer. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, vendredi dernier, certains syndicats appuyés par des citoyens et des organismes communautaires ont manifesté devant l'hôpital de Maria pour dénoncer les politiques du gouvernement de la CAQ. Sous le slogan « Droit piétiné, faut résister », les manifestants ont profité de la Journée internationale des travailleurs pour critiquer les reculs en matière de droits économiques et sociaux, particulièrement ceux touchant les femmes. Les organisations accusent Québec de fragiliser volontairement les services publics par un sous-financement chronique, affaiblissant ainsi les filets sociaux essentiels à la population gaspésienne. Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspé et le centre de services scolaires des Chic-Chocs ont annoncé lundi que le futur complexe multisport sera érigé sur l'ancien terrain du ministère des Transports au centre-ville plutôt que près de l'école C.E. Pouliot. Ce changement est motivé par les besoins d'expansion de la formation professionnelle au CSS, rendant le site initial indisponible. Le maire Daniel Côté souligne que l'utilisation du terrain du MTQ favorisera le projet dans le système de pointage du programme de financement gouvernemental PAFIRSPA. Bien que le bâtiment n'occupe que le tiers de la surface, le projet de 32 millions de dollars permettra également d'aménager des espaces verts et un parc école. La ville a jusqu'au 22 juin pour déposer sa demande de subvention auprès de Québec. Le Coq d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Notre menu varié ne peut que satisfaire vos attentes. Le Coq d'Or vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Coq d'Or un incontournable en Gaspésie. Le restaurant est ouvert de 16h à 20h. Pour bien connaître les jours d'ouverture et nos heures d'opération, consultez notre page Facebook. Vous devez obligatoirement passer votre commande par téléphone. Vous avez le choix d'utiliser le service de livraison ou de venir chercher votre commande au bar laitier. Découvrez notre menu au restococdor.com ou notre page Facebook et passez votre commande au 418-385-2733. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.